Bonsoir les citizens. Aujourd'hui, on est à l'Assemblée nationale parce qu'on attend une de nos invités qui nous a fait l'honneur aujourd'hui de nous parler de l'entrepreneuriat, vu que le but de l'émission, c'est promouvoir l'emploi en Guinée. Donc, je vous invite à rester branchés. Dans quelques minutes, vous découvrirez l'interview. Je vous remercie. Bonjour Madame Djoubadé. Bonjour Massouma. Oui, merci de nous avoir fait l'honneur d'être venue aujourd'hui pour cette émission. Je suis très contente d'être venue, déjà parce que hier c'était la journée internationale de la femme et je suis très contente d'être interviewée par une jeune femme dynamique. D'accord. Donc je vais commencer par vous présenter, j'espère que c'est correct mes informations. Vous êtes Marie-Madeleine Djoubadé, vous êtes née à Cancan 67, voilà exactement, et vous êtes née d'une mère française et d'un père guinéen. Tout à fait. Les Guinéens ne savent pas vraiment votre parcours, mais vous avez fait plusieurs années en Guinée. 11 ans, 10 ans. Voilà, 10 ans, c'est déjà c'est grand chose. Donc vous avez investi dans plusieurs domaines, notamment le domaine minier et agricole également. L'agriculture en premier. En deuxième, on a une licence de téléphonie mobile pour la 4G qui ne travaille pas. Et puis j'ai des partenaires qui sont rentrés effectivement dans le secteur minier. Et puis j'ai eu un parcours atypique. Moi j'ai commencé ici ma carrière en France, j'ai travaillé, je vais vous dire quelque chose, quand je suis sortie de l'école, je ne trouvais pas de travail, donc j'avais un loyer à payer, donc j'ai commencé à travailler sur le boulevard Haussmann. J'ai vendu pendant 3 ou 4 mois les caleçons Côte d'Armor. Quand j'ai été repéré donc, par le directeur de la logistique des Galeries Lafayette, Dominique Vernier, il avait vu que je parlais plusieurs langues. Donc sur le trottoir, là, il m'a interpellé, il a dit mais quelle formation vous avez? Donc je lui ai dit j'ai une formation en commerce international. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit ben, je ne trouve pas de travail et il faut que je paye mon loyer. Donc il m'avait dit à l'époque d'aller passer un examen au 32 rue, non pas au 32 rue Blanche, c'était rue de Provence, 94 rue de Provence, où je devais aller passer un examen, mais je n'avais pas pris au sérieux, donc je ne suis pas allée. Un mois après, ce monsieur-là m'a revu. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Il m'a dit, bon, allez passer les tests. Donc j'ai passé les tests avec brio et je suis rentré aux Galeries Lafayette, où je suis resté 12 ans, donc au service importation. J'ai commencé, après j'ai dirigé ce service-là, ma zone. Et après ça, donc, je suis passé à la direction des achats où j'ai travaillé comme chef de produit et comme sourceur. Donc j'ai été dans un autre groupe qui s'appelle Omnium, où j'ai été sourceur. Et après, quand l'Europe en fait avait décidé de mettre fin au quota, quota textile entre la Chine et l'Europe et entre l'Inde et l'Europe, à ce moment-là, mon métier ne me plaisait plus parce que nous, à l'époque, on faisait de la création, on faisait beaucoup de choses et après, on a commencé à externaliser les choses vers Hong Kong, les sociétés de sourcing et tout ça. Donc, le travail m'a plu tellement, il n'avait plus la même valeur à mes yeux. Je suis resté un an et demi sans travailler, à réfléchir en fait un peu à ce que j'allais faire. Et j'ai un ami donc, qui travaillait dans le secteur minier et pétrolier qui m'a demandé d'intégrer en fait sa boîte de consulting. Et en fait, le hasard a fait les choses. Mon premier dossier, c'était sur la Côte d'Ivoire avec la piste raffinerie. Et le hasard a fait les choses que je suis arrivé en Guinée au moment où le Premier ministre Lansana Kouyaté a été nommé. Et donc, il a fait son symposium minier ici avec un cabinet qui s'appelle 2i à Conakry. Et donc, ce cabinet a sous-traité avec le cabinet dans lequel je travaillais. Donc, c'est le hasard qui a fait que je suis retourné en Guinée, sinon je pense que je ne serais jamais retourné. Voilà un peu mon parcours. C'est fascinant ce que vous dites parce qu'on ne sait pas tout ça sur vous en Guinée. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur vous. C'est les mêmes informations synthétisées que moi personnellement j'ai retrouvées un peu partout. Et au moins on a eu l'occasion d'exposer ça et j'espère que ça va toucher pas mal de Guinéens qui sauront un peu. J'ai vraiment un parcours atypique et puis en fait je suis quelqu'un qui m'intéresse à beaucoup de secteurs. Et en fait à travers ce cabinet-là, j'ai vu en fait que on pillait en fait une partie du continent africain, parce que j'ai vu en fait comment ça se passait un peu les négociations. Donc j'ai quand même démissionné avec fracas et après donc j'ai décidé de rentrer en Guinée. Ma première année en Guinée a été extrêmement difficile parce que quand on a vécu dans un pays occidental où vous avez l'eau, vous avez l'électricité, on ne se rend même pas compte que pour nous ça nous paraît tellement naturel que quand moi je suis arrivé en Guinée, la première fois où je suis arrivé, là l'aéroport a beaucoup évolué, mais moi quand je suis arrivé en Guinée la première fois, on allait chercher
les valises dans le conteneur. Il n'y avait pas d'électricité. Et à l'époque, je logeais à l'hôtel de l'Indépendance. Pour moi, l'hôtel, bon, on a dit que c'était un hôtel 5 étoiles, mais pour moi, c'était même pas un hôtel 12 étoiles, tellement l'hôtel, il n'était pas propre. Donc, c'est vrai que ça a été un choc. Après, la deuxième chose qui m'a choqué, c'est le niveau de pauvreté de notre pays. Donc, de voir des enfants qui sont presque habillés en haillons, qui n'ont pas de chaussures, des enfants avec des plaies partout sur les pieds, avec des gros ventres, avec le nombril qui sort, donc ça veut dire que ce sont des enfants qui sont pleins de parasites, avec des enfants qui ont la teigne. On voyait aussi les mamans en train de sortir, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis arrivée en Guinée, quand je sortais même aux abords de l'hôtel là, pour me promener, de voir que très tôt le matin, les premières personnes qu'on voyait, c'était des femmes qui allaient chercher à manger pour leurs enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a pris au plus fond, vraiment dans mes entrailles, de voir comment la pauvreté était là. Et moi, je connaissais déjà sur le papier la richesse de notre pays. Donc je me disais, mais c'est pas possible. On a un pays qui est extrêmement riche, on a une population qui n'est pas nombreuse. Comment on en est arrivé là, à avoir une population aussi misérable, de voir que une grande partie des enfants ne vont pas à l'école, que le niveau même de formation n'est pas bon. Et après, pour ceux qui font des études supérieures, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Parce que finalement, l'État ne leur propose pas des métiers qui sont adaptés aux réalités du pays. Donc en fait, tout le monde fait la sociologie, tout le monde dit qu'il veut aller faire du droit. Et donc en fait, on ne répond pas aux besoins primaires en termes de capital humain. On ne répond pas aux besoins de la population, donc on a du chômage. Après, une autre chose aussi, que vous voulez même créer une société, vous voulez faire quelque chose, tout ce que vous voulez faire, il faut l'implication de l'État. Donc en fait, on n'est pas dans un pays libre, l'État n'a pas su décentraliser les choses. Une autre chose aussi qui m'avait marqué en Guinée, c'est que quand vous voulez vous déplacer à l'intérieur du pays, même pour aller à Dubreka, vous avez des militaires. Pour aller n'importe où dans le pays, donc moi souvent on me prenait pour une étrangère. Donc je comprends aussi que notre pays ne peut pas avoir un attrait touristique, puisque quand vous circulez dans le monde entier, une fois que vous avez franchi la frontière, on ne vous demande plus vos papiers, sauf exception, vous avez eu un accident de voiture, vous allez dans une administration, là on vous demande vos papiers, mais sinon vous pouvez circuler librement. Mais en Guinée, on ne peut pas circuler librement. Donc ce sont des choses qui m'ont marqué, et vraiment ce qui m'a marqué, c'est vraiment le niveau de pauvreté, c'est vraiment le manque d'infrastructures. Les premières, donc c'est l'eau élémentaire, l'électricité, pas de route, pas de travail. Un pays pauvre, un pays à l'abandon. C'est très décevant ce que vous dites, parce que c'est ce qui se passe dès qu'on arrive, on est dessus. C'est la première impression. Et vous avez parlé d'une chose sur laquelle je vais rebondir, c'est le chômage. En Guinée aujourd'hui, 2/3 des diplômés ne trouvent pas de travail. Et pour cela, il y a une solution qui se présente, c'est l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que la Guinée a du mal à adopter. Quelles sont selon vous, les difficultés? Qu'est-ce qui nous empêche? Quels sont les freins qui font que l'entrepreneuriat a du mal à s'instaurer en Guinée comme il se doit? Pardon. En fait, il y a plusieurs obstacles pour l'entrepreneuriat. La première chose déjà, c'est de définir vraiment un projet. Si vous voulez entreprendre, dans quel secteur vous voulez entreprendre? Si vous n'avez pas d'idée, normalement, on devrait avoir un ministère, donc le ministère de l'Emploi. Le ministère de l'Emploi, il devrait être capable déjà de donner des fiches, en fait des fiches projets, j'appellerais ça des fiches projets, des fiches où des jeunes peuvent avoir des idées pour dire que par exemple, en Guinée, on n'a pas de chaudronnier, on est un pays minier, il n'y a pas de chaudronnier, on n'a pas de soudeur. Au niveau de l'agriculture, il y a plein de métiers, on n'en a pas. Au niveau de l'hôtellerie, il n'y en a pas. Au niveau des services, même des services à la personne, il n'y en a pas. Donc, déjà, l'État devrait mettre plusieurs fiches pour pouvoir déjà donner des idées à des jeunes. Après, on devrait organiser des salons. Je crois qu'ils ont commencé à organiser des salons, mais c'est des salons qui sont destinés principalement aux diplômés. Ensuite, dans les freins, il y a l'accès à l'argent. On ne peut pas monter une entreprise sans argent.
en plus de l'accès à l'argent, il y a l'accompagnement des jeunes. Quand quelqu'un monte une entreprise, au départ, il a besoin d'avoir un suivi. Au moins 6 mois, 8 mois, 1 an, on a besoin d'accompagner cette personne en plus de lui donner de l'argent. Parce que si vous lui donnez de l'argent et qu'il n'est pas accompagné, sa société, elle ne fera pas 1 an. Donc, on a beaucoup de freins et donc, bien entendu, aussi l'éducation. Mais il ne faut pas oublier aussi quelque chose. Aujourd'hui, on est un pays où on a 80% d'analphabètes. Donc quand on a 80% d'analphabètes, ça ne veut pas dire que les 80% d'analphabètes ne vont pas avoir de travail. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on a tout axé sur le secteur minier et qu'on n'a pas développé les autres filières. On n'a pas développé, par exemple, il y a beaucoup de métiers de l'environnement, on ne les a pas développés. Il y a beaucoup de métiers dans l'hôtellerie, on n'a pas développé. Il y a beaucoup de métiers, les métiers de bouffe, on n'a pas développé. Donc aujourd'hui, même quand vous mangez à Conakry dans les restaurants, souvent les restaurants ils manquent d'hygiène, souvent même la présentation du plat n'est pas bonne. Donc il y a plein de choses, même les métiers pour les femmes, les métiers de couture, tout ça, ça n'a pas les métiers de broderie, les métiers de tisserand, tout ça, ça n'a pas été fait. Si on parle par exemple de l'agriculture, on en discutait tout à l'heure, l'attraction animale, on n'utilise plus l'attraction animale, tout le monde veut aller vers le modernisme, acheter un tracteur, mais il faut être lucide. Un tracteur ça coûte cher. Si on ne peut pas avoir un tracteur, surtout pour une petite exploitation de moins d'1 hectare, il faut au contraire renforcer l'attraction animale comme le fait le Vietnam, comme le fait le Cambodge, comme le fait l'Inde, comme le fait même la Chine dans les villages. Il faut renforcer cette traction animale. Et donc pour renforcer cette traction animale, il faut qu'on ait des gens, des ferronniers, qui vont produire le matériel comme on le faisait avant. Et là maintenant, ils peuvent même mettre des râteaux, ils peuvent mettre des pêches, ils peuvent mettre tout ça, pour que justement, à la place des dabas, pour que les paysans aussi aient accès à de nouveaux outils pour pouvoir travailler. Et tout ça, ça crée des petits emplois. Ça va créer un microcosme de petits emplois. Donc aujourd'hui, on a tout axé sur l'industrie minière. Or, le cœur d'un pays au départ, ce sont les PME, ce sont les petites et moyennes entreprises. Alors, l'État devrait se focaliser sur la création d'une multitude de petites et moyennes entreprises en faisant une liste. Après cela aussi, il faut inviter, je pense, une fois par an, il faut qu'il y ait une grande messe avec tous les chefs d'entreprise et tous les chefs d'entreprise de la Guinée vont donner leurs besoins, par exemple dans leurs entreprises, qu'est-ce qui leur manque, qu'est-ce qui leur a fait défaut, pour que l'État aussi ait une idée des métiers qui sont recherchés par ces entreprises-là. Et après, il faut inciter aussi les entreprises à dispenser de la formation, donc ça se fait par des mesures fiscales en baissant par exemple la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, en leur donnant même des subventions pour former les jeunes. Sans cela, c'est très difficile. Donc vous, personnellement, en tirant dans votre expérience, comment ont été vos débuts en Guinée? Mes débuts en Guinée ont été extrêmement difficiles. D'abord, c'est très difficile de constituer la société en elle-même aujourd'hui. Ce n'est pas difficile avec le guichet unique. Le guichet unique, ça a été une bonne chose. Mais par contre, après, ce qui est difficile, c'est l'après. Quand, par exemple, un diaspora rentre en Guinée, il n'est pas accompagné. On va lui dire d'aller au guichet unique, on va lui faire sa société en 48 heures. C'est vrai. Mais derrière, il y a l'aspect fiscal qu'on ne dit pas, il y a l'aspect de l'environnement. Moi, je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'avais un gros projet agricole, donc on a signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Et dans ce protocole d'accord, il y avait une partie fiscalité où on était exonéré en principe, je dis bien en principe, de droits de douane sur le matériel agricole qu'on devait faire entrer en Guinée. Quand donc on a fait la société, on a ouvert le compte, on a ouvert deux comptes, un compte en devise, un compte en francs guinéens. Et quand il s'agit maintenant de faire venir maintenant les machines sont arrivées au port de Conakry, on pensait que ça allait être facile de dédouaner. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce qu'on nous a dit qu'il fallait un NIF code, c'est-à-dire un numéro d'immatriculation fiscale. Ça, on ne vous le dit pas quand vous allez créer votre société. Donc il nous fallait un numéro d'immatriculation fiscale.
on pense que c'est facile comme ça d'aller faire. C'est pas facile parce qu'il y a un niveau de corruption même au ministère des Finances. Il n'y a pas déjà de tarif. Il n'y a pas un vrai tarif. Il y a quelqu'un qui va vous dire que pour faire le numéro d'immatriculation fiscale, c'est 1 million. Il y a un autre qui va vous dire, ça dépend en fait de la personne que vous avez en face de vous, parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout écrit. Donc vous ne savez pas. Après, il y a une histoire de... Si on parle par exemple aujourd'hui, le premier levier de notre pays aujourd'hui, pour moi, c'est d'assurer la sécurité alimentaire des populations. Donc c'est l'agriculture. Le premier levier, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche. C'est là où il y a de l'argent et c'est là aussi où on peut embaucher à peu près 6 millions de personnes. Et donc, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas organisé les filières, ils n'ont pas travaillé. On parle toujours oui, on a fait une usine d'engrais. Mais avant de faire une usine d'engrais, il faut avoir des semences. Parce que vous pouvez avoir l'engrais, si vous n'avez pas de semences, vos engrais, ils ne vous servent à rien. Après, on a fait quoi? On a fait des engrais chimiques, alors qu'on est en train de parler aujourd'hui de problèmes environnementaux, de problèmes sur les nappes phréatiques, de problèmes que ces produits chimiques-là peuvent causer non seulement sur la biodiversité, mais sur la santé humaine. Et aujourd'hui, nous faisons des usines, nous faisons l'apologie d'usines d'engrais chimiques dans notre pays, alors que le reste du monde, ici, l'Europe, est en train de se battre contre le glyphosate. Nous sommes en train de faire l'apologie d'engrais chimiques. Donc vous voyez, c'est dire qu'on a l'impression qu'on a des dirigeants qui sont arrivés au pouvoir sans avoir une feuille de route, sans savoir où ils allaient, sans savoir où ils naviguaient, et on a l'impression d'avoir des gens, tout leur problème c'est simplement de faire sortir des minerais. Même pas penser à dire qu'on va installer une raffinerie. Moi je suis désolé, si vous permettez à un pays d'exporter 50 millions de tonnes de bauxite, je suis désolé, ce pays-là doit faire au moins quelque chose pour les Guinéens. Et ce qu'il doit faire sur les Guinéens, c'est au moins d'installer une raffinerie dans notre pays, au moins sur ces 50 millions de tonnes-là, même si on transformait sur ces 50 millions de tonnes 10% simplement, c'est-à-dire 5 millions de tonnes de bauxite qu'on les transformait pas en alumine mais en aluminium, je pense que déjà on aurait de la valeur ajoutée pour notre pays. C'est très touchant, on apprend beaucoup de choses à travers votre intervention. Donc pour alléger la tension, je vais vous poser une question concernant les femmes. Est-ce que vous pensez qu'en étant femme en Guinée, on peut faire face à certaines discriminations quand on veut par exemple créer son entreprise? Oui, non, moi je pense que les femmes sont discriminées et les femmes doivent être soutenues. D'abord pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui contribuent beaucoup à l'économie, quoi qu'on en dise. Ce sont elles qui se lèvent très tôt pour travailler, on l'a dit tout à l'heure. Mais les femmes ne sont pas soutenues. Elles ne sont pas soutenues, moi je vais parler en milieu rural. En milieu rural, déjà les femmes n'ont pas accès à la terre. Donc déjà, il faudrait une réforme de notre code foncier rural et il faudrait donner l'égalité au moment de l'héritage. Il faudrait donner l'égalité entre l'homme et la femme. On parle beaucoup de genre, on parle de trucs, donc il faut le faire avec des actes concrets. Il faut que ce soit traduit par des actes concrets. On ne peut pas parler devant les médias internationaux en disant qu'on est en train de faire la promotion du genre et après, face à l'héritage, les femmes sont biaisées par rapport aux hommes. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut absolument que face à l'héritage, que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. L'accès à la terre, il faut que les femmes aient les mêmes droits que les hommes avec un titre foncier. Pourquoi le titre foncier est important? Parce que ça va permettre à la femme de pouvoir avoir accès au marché, d'avoir accès au crédit. Et donc aujourd'hui, les femmes sont freinées, les femmes qui veulent faire du commerce, les femmes qui veulent faire même des cultures maraîchères, parce que je parle avec beaucoup de femmes, notamment dans la région de Bouquet, ou dans la région de Koya ou à Kindia, qui veulent faire des cultures maraîchères, elles n'ont pas d'argent pour acheter les semences. Après, quand elles ont les semences, souvent elles louent la terre où elles cultivent, donc c'est un problème.
Après, elles ont des problèmes d'accès aux intrants. Et après, tout simplement, à la fin, puisque ces femmes-là, il faut qu'elles se réunissent au sein de coopératives pour mutualiser leurs forces, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir, par exemple, des chambres froides solaires, pour pouvoir conserver leurs légumes ou leurs cultures maraîchères. Il faut aussi, après, que ces femmes puissent avoir accès à un minimum de transformation pour avoir de la valeur ajoutée. Donc, non, les femmes ne sont pas soutenues et les femmes sont aussi victimes de violences. La première violence faite aux femmes en Guinée, je le rappelle, c'est l'excision. On n'en parle pas beaucoup. La Guinée aujourd'hui, le premier pays au monde pour l'excision, je crois, devant l'Afghanistan, ou le deuxième, un des deux. En tout cas, donc la Guinée a régressé. Donc je pense que les gens ne savent pas les conséquences en fait induites par l'excision qui sont faites aux femmes. Beaucoup de femmes déjà meurent en couche, mais elles ont des problèmes d'incontinence, elles ont des problèmes même quand elles ont des relations sexuelles demain avec leur mari. Et donc c'est extrêmement douloureux. Tout ça, ça ne doit pas être un tabou aujourd'hui. C'est des choses dont on doit parler. Ce sont des choses qui font partie de la vie au quotidien. Donc la première violence, c'est ça. Après, la deuxième violence qui est faite aux femmes, c'est le fait que les femmes soient battues et qu'elles ne puissent pas aller dans un commissariat se plaindre. Là, il y a toute une éducation à faire. C'est pas simplement au niveau même des femmes, c'est au niveau même de la famille, au niveau même des parents aussi de la femme, qu'il faut comprendre qu'une femme, c'est pas un animal, à partir d'un certain âge, c'est pas normal qu'on batte une femme, quel que soit ce qu'elle a fait. Dans son mariage, si elle trompe son mari, il a la possibilité de divorcer avec sa femme, il n'a pas à la battre. Donc ça, il y a toute une éducation à faire à ce niveau-là pour que les femmes soient considérées comme des êtres humains à part entière, comme leurs homologues hommes. Donc pour terminer, je vais vous poser la question, je vais vous laisser donner un mot de fin en vous adressant à la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de la jeunesse guinéenne? Moi, je leur dirais aux jeunes Guinéens que les choses sont en train de changer, que le monde évolue et que la Guinée va rentrer aussi dans cette dynamique de gré ou de force. Alors je dis à la jeunesse guinéenne de ne pas se décourager, je dis à la jeunesse guinéenne de tenir bon, de se battre pour leur pays et qu'ils auront un avenir florissant, même si aujourd'hui les choses paraissent noires, mais demain sera meilleur pour eux. Je vous remercie énormément, Madame Djoubaté, pour cette interview très enrichissante. Et j'espère vous revoir prochainement pour parler d'autres choses. Ce sera avec plaisir. Voilà.